y a Julien qui se plante sur Twitter. C'est possible de reprendre la réunion, c'est normal. On arrive. Un peu impatient. C'est bon, voilà, j'ai envoyé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se faire, se plaint pas dans son normal. À la terre entière. Bon, normalement, je l'ai envoyé bien. Voilà. Bonjour. C'est bon. Ah, super. Mais il manque les téléphones. Je l'ai envoyé aussi à Thierry. Ok. On peut plus Allez, On peut y aller? C'est parti. Allez, on continue. Frédéric, tu veux parler du coup? Donc, on a créé le blog EasyParse qui va nous permettre donc de communiquer sur les modifications des plateformes. On a créé plusieurs catégories. Pour l'instant, il y en a deux, c'est analyse des plateformes et archive des analyses. On va reprendre tous les messages qui avaient été envoyés aux contributeurs suite aux modifications des plateformes. Il y aura d'autres catégories, notamment, on en discutait tout à l'heure avec Thomas, on reprendra sûrement des informations de l'ancien analogiste. Oui. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, on se retrouve là pour l'instant avec 4 articles. On voit que les deux catégories sont ici. Donc, normalement, il y a une barre en haut qui doit s'afficher, mais on a un problème d'affichage. Donc, en haut, normalement, on voit apparaître les mêmes informations que sur la homepage de EasyParse. Et puis, donc là, on a rentré des nouveaux articles, hein, donc, notamment, comme on parlait tout à l'heure, Maxime, sur Siam et Retro News, on a fait une info, voilà, en expliquant les analyses qu'on avait réalisées, et puis aussi on enverra des messages pour les résultats des parcelles. Voilà. Et puis pour les archives, c'est intéressant parce que notamment on avait fait un beau travail sur Web of Science et aussi sur EBSCOhost qu'on rajoutera aussi puisqu'il y avait eu pas mal de choses faites sur ces plateformes. Donc voilà pour actuellement l'état du blog. Et je remercie aussi beaucoup Cécilia hein, qui m'a aidé et puis qui a continué à m'aider. Voilà. On passe à la partie EasyMesure. Juste une petite info sur l'automatisation des chargements maintenant de BIP CNRS. Donc, c'est automatisé, ça se met à jour tous les jours. Et donc, les 10 tableaux de bord, les tableaux de bord des 10 instituts de BIP CNRS se mettent aussi à jour automatiquement tous les jours. Les chargements des EC, donc des établissements. Donc, on a chargé plusieurs EC, donc, dont de l'Université de Franche-Comté, de Sciences Po Grenoble, de l'Université de Savoie et de l'Université de Lyon 1. On a combien en tout? C'est 4 nouveaux, mais globalement 18. À peu près, hein, 18. Une vingtaine, voilà. Ouais. Enfin, après, c'est juste pour avoir Une vingtaine. l'idée. 21, 22. Ah, 22. Une vingtaine. Je vais laisser la parole à Julien qui va nous faire un retour d'expérience de l'utilisation d'EasyParse EasyMesure donc à l'Université de Rennes 2. Oui, donc merci de m'avoir proposé ce petit retour d'expérience. Alors ça va être un peu en live entre guillemets. Je vais pas me reposer vraiment sur des slides. Ça va être plus un retour d'expérience comme ça. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez apprendre grand chose du coup vous de votre côté. Donc nous on utilise EasyParse à Rennes. Vous m'entendez bien, oui? C'est bon? Oui, Ouais, d'accord. On utilise EasyParse à Rennes 2 depuis fin 2015
Donc, on avait mis en place une automatisation de la génération. En fait, depuis EasyProxy, en fait, on journalisait nos logs et on avait mis en place des petits scripts en cron pour envoyer directement sur un EasyParse et avec génération aussi de rapports d'événements de consultation tous les jours. Et ensuite, en fait, on a utilisé dans un premier temps EasyVis, donc qui recueillait en fait ces rapports EasyParse pour faire de la visualisation. Sauf qu'on a été très vite en fait limité parce qu'en termes de volumétrie, EasyVis supporte pas forcément la charge, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément, enfin moi ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas, dans l'outil, c'est à la volée, en fait, ça va rafraîchir automatiquement les rapports, donc ce qui fait qu'à partir de, je sais pas, 100 000 lignes, ça commence à être un peu dur de l'exploiter. On avait fait une modification de la config qui était disponible là, sur le dépôt GitHub Madec. Donc on avait rajouté quelques graphes propres à certains attributs de Rennes 2. Donc, au sujet d'EasyMeasure, on l'utilise depuis en fait l'atelier des caristes. Donc, moi, j'avais assisté et qui était vraiment super et du coup qui donnait envie de se plonger plus sur EasyMeasure. On a très vite essayé. Donc, à partir d'EasyMeasure, on a utilisé l'API en fait pour envoyer nos rapports EasyParse. Donc, on a dû envoyer à peu près 1 an d'événements de consultation depuis mars 2016 jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc là, on n'a pas automatisé le process, enfin l'envoi, on pourrait. Parce qu'en fait, là, je suis en train de tester d'enrichir nos logs EasyProxy. En fait, on passe par Shibboleth, par système d'authentification, ce qui permet en fait de peupler nos logs avec des attributs qui proviennent des attributs locaux, notamment. On utilise, je sais pas si en fait on est en train d'essayer de modifier. Je sais pas si vous avez vu dans EasyProxy, en fait au niveau quand on passe par Shibboleth, au niveau du shib user.txt, en fait on a la possibilité de peupler en fait les logs avec par exemple des déclarations. On peut récupérer les attributs Shibboleth et les envoyer directement en valeur de session, c'est-à-dire en faisant set session de points, le nom de sa session, enfin le nom de sa valeur et égale tel attribut Shibboleth, ce qui permet de récupérer la valeur après dans les logs. Sauf qu'en faisant ça directement, en fait, on a un souci parce qu'en fait, on a des attributs qui sont qui sont pas toujours présents. Et la difficulté après, c'est qu'en fait, vu qu'ils ne sont pas toujours présents, c'est dans le format de log à donner EasyParse et comment gérer ça. Donc ça, on ne sait pas trop faire encore, nous, de notre côté. Par exemple, on a des attributs, je ne sais pas, un attribut qui vont être propres à des étudiants et dont, par exemple, tout ce qui est enseignant-chercheur ne vont jamais avoir. Oui. Donc, si on peuple au niveau des logs, parfois il va apparaître, parfois non. Donc, ce qui fait que ça va nous créer des rejets, en fait, des non-reconnaissances du format. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire plusieurs passes actuellement. D'accord. Il n'y a pas possibilité de mettre une valeur par défaut, c'est-à-dire s'il est absent, mettre un… Non, parce que là, on fait juste vraiment de la récupération Shibboleth, on ne fait pas de traitement, on fait pas de pré-traitement. Et c'est justement ce qu'on va essayer de faire au niveau de EasyProxy en amont, c'est que vraiment créer des groupes. Générer des valeurs en fait en fonction des attributs avec des conditions du genre si tel attribut on constate qu'il y a telle info, alors on va créer une valeur égale licence ou statut égale licence, etc. Et après on va le peupler dans les logs. Mais ça, ce travail n'est pas fait actuellement. Pour le moment, on a juste récupéré de l'attribut Shibboleth et on le récupère après au niveau des valeurs de session, quoi, au niveau de la ligne de log. Ce qui fait que parfois il est présent, parfois non. Et donc, au niveau d'EasyParse, ça nous pose des soucis parce que il
connaît pas forcément toutes les lignes, quoi. Donc, pour le moment, on fait beaucoup de traitements manuels après. Donc, on fait une passe, ou voire plusieurs, enfin, on fait plusieurs passes, souvent deux minimum, ce qui n'est pas optimal, hein, j'en conviens, mais on va essayer d'améliorer ça. Donc, ça nous permet d'avoir des données plus sur les profils utilisateurs, l'affectation, le groupe, le niveau, des choses comme ça. Et donc après, au niveau d'EasyMesure, l'objectif, donc on a au niveau de la proxification, nous on doit avoir 42 plateformes proxifiées au niveau de REN 2 et il doit y en avoir une trentaine, 32 qui sont dans Analogist, enfin qui ont été analysées. On n'est pas sur du proxy only, enfin, c'est-à-dire qu'il y a encore des IP qui sont déclarés. Par contre, on est dans une communauté d'utilisateurs en SHS, à part en psycho, où ils vont aller directement sur certaines ressources. En fait, la plupart passent par notre site pour accéder aux ressources électroniques. Donc, en fait, on a une très bonne couverture via EasyProxy. Disons que ça donne une bonne image des usages. Donc, on est en train de réfléchir à passer en full proxy, mais c'est un projet qui sera porté plus par un autre département que le mien. Et donc, pour le moment, ils sont un peu, ils ont d'autres dossiers, donc ça va arriver un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc, on a EasyMesure, on l'utilise. Alors, l'idée actuellement, en fait, le traitement, on utilisait les stat editors, mais de manière très artisanale. La seule difficulté, c'est qu'on n'avait pas une vue d'ensemble. Vraiment, on n'avait pas de vue d'ensemble, une représentation de l'ensemble des usages, de pouvoir croiser, etc. Donc là, avec EasyMesure, c'est ce qui nous intéresse particulièrement. L'idée, c'est pas de remplacer les stat editors, mais vraiment en complément. Et c'est surtout pour avoir des tendances. Voilà, l'idée, c'est de pas tendre vers l'exhaustivité ou quelque chose de réel, vraiment réel, mais de faire apparaître des tendances en matière de quelles sont les stratégies documentaires des usagers. Vraiment s'en servir comme un outil d'observation, vraiment. Plus que d'évaluation, etc. C'est vraiment essayer de comprendre comment les usagers fonctionnent, quels sont les rythmes universitaires, à quel moment ils consultent, qui consulte à ce moment-là, pour essayer de comprendre pourquoi. Voir quels sont les impacts des formations documentaires. Quand on fait des formations documentaires, est-ce qu'on constate après, derrière, sur la ressource, s'il y a eu un pic de consultation, ou après, là, on est en train de mettre en place des campagnes de tests aussi sur des ressources qu'on ne faisait pas forcément, enfin, on communiquait moins avant. Là, on essaie de communiquer complètement plus et de s'appuyer après sur les mesures pour évaluer un peu l'impact de ces tests et éventuellement voir si derrière, on acquiert ou pas la ressource. Sinon, voilà. Après, vraiment, ça nous permet, enfin, vraiment, EasyMesure, nous, on en est très, très, très contents. C'est vraiment quelque chose de très puissant. On a fait un tableau de bord, donc on a modifié un peu celui qui était proposé par défaut pour justement prendre en compte certains attributs qui nous étaient propres. Donc croisé avec les profils d'utilisateurs, etc. Il y a des choses aussi, on a essayé de voir ce qui était possible de faire, par exemple, au niveau de la plateforme EBSCOhost, vu que maintenant, elle est analysée, en fait, par exemple, le résolveur de liens ou EDS, essayer de voir ce qui sortait en termes d'usage par rapport à ce qu'on avait au niveau des stats fournis par EBSCO, qui ne sont pas extraordinaires. Bon, après, la difficulté avec EBSCOhost, vous savez, nous, le problème, c'est qu'on a 15 ressources chez EBSCOhost. Et là, c'est là la limite d'EasyParse par rapport enfin, la limite de cette ressource, en fait, plutôt que d'EasyParse. C'est le problème que les URL ne soient pas sémantisées. Donc, par contre, moi, j'ai quand même identifié une possibilité de ressortir. Je ne sais pas si vous avez vu le dashboard, je peux partager. Le dashboard, en fait, il y a certains événements de consultation, on peut déterminer quelle ressource est consultée dans EBSCOhost. Je ne sais pas si vous avez pu identifier ça. On en avait parlé il y a un moment, il y a très longtemps, je crois, dans une formation EasyParse. Julien, est-ce oui. qu'on peut afficher rapidement le… Oui, bien sûr, vous pouvez… On va le faire de notre côté, c'était juste… Ouais, ce serait plus simple. Ouais.
Ok. Mais en fait, alors le problème, c'est que ça a l'air super aléatoire. Ouais. Il y a un ID qui correspond à la ressource EBSCOhost, en fait, dans EBSCOhost. Je peux ajouter une précision peut-être par rapport à ça, parce que je regardais un peu les URL. C'est que il me semble que l'identifiant de base de données, on entend dans le. Il me semble que l'identifiant de base de données, en fait, apparaît beaucoup en fonction de l'endroit où on se connecte. C'est-à-dire, on arrive directement, en fait, on a effectivement le produit, en fait, avec le code EBSCO en 6 ou 8 caractères, là. Mais en fait, on peut très bien le perdre dès lors qu'on interroge plusieurs bases à la fois ou qu'on va un petit peu profondément dans la consultation. Je ne sais pas si ça rejoint ce que tu as pu constater. Mais... Ouais, moi j'ai essayé de voir, mais c'est vraiment très très aléatoire. Hein. J'arrive pas à déterminer à quel moment en fait cet identifiant remonte. C'est vraiment la difficulté aussi derrière des EBSCOhost, c'est que en fait souvent en fonction de comment c'est configuré dans l'établissement, parfois on a des recherches multibases aussi. Où l'utilisateur lui-même peut déclarer quand il fait une recherche plusieurs sources. Et du coup, ça casse un peu c'est logique. On ne sait plus sur quelle base ça porte, une recherche ou une consultation. Après, nous, on a quand même fait on a quand même fait un graphe là-dessus parce que ça donne une image, même si ça touche, c'est pas la totalité des événements, mais ça donne une répartition quand même des consultations dans EBSCOhost, vers lesquelles ressources les utilisateurs se tournent plus. Et voilà. Après, on peut croiser, savoir que tel par exemple, en psychologie, consulte bien Psychinfo ou pas, ou est-ce qu'il y a l'interdisciplinarité. Enfin, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Quand on parle avec l'affiliation, effectivement, on peut essayer de déterminer qui était dessus. Mais c'est vrai que nous, on est complètement pluridisciplinaire et on a du coup une base, la base Dentistry pour les odontologues, et puis on a Psychinfo, puis on a MLA. Donc ça génère, agréger tout ça n'a effectivement pas beaucoup de sens. Ouais. Mais ouais. Après, voilà, ça donne quand même nous, le petit graphe qu'on a fait, ça donne quand même une vision de comment c'est consulté quand même. Alors, c'est sur Nivren 2, ouais. D'ailleurs, il y a autre chose par rapport à EBSCOhost. Je pense que, alors après, je sais pas, je pense qu'il faudra que je fasse un commentaire sur ANG. Mais si c'était possible aussi de déclarer le résolveur de lien comme une plateforme à part, en fait. Oui, mais c'est le cas. On a fait EBSCOhost et EDS. Oui, il y a EBSCOhost et EDS, mais je pense qu'il faudrait distinguer aussi le résolveur. Full Text Finder, en fait. Le domaine resolver.ebscohost.com. Oui, n'hésite pas à venir compléter. Ouais. Parce que du coup, c'est inclus dans la plateforme EBSCOhost, mais c'est vrai, enfin voilà, c'est un type OpenURL, mais c'est vrai que c'est un peu à part. Donc, alors à quel niveau c'est? C'est un peu plus haut, non? C'est un peu plus haut. Non, c'est plus bas, pardon. Pardon, c'est à quel niveau? C'est là. C'est celui-là. Le donut, là, à droite. Donc, on voit bien, en fait, où j'ai identifié. Donc, j'ai pu le voir grâce à EasyMeasure, en fait. Vraiment, l'intérêt d'EasyMeasure, c'est vraiment Elasticsearch derrière et de pouvoir requêter sur n'importe quel champ. Ça, c'est vraiment très puissant. Et en fait, ça permet vraiment d'identifier des choses intéressantes. Et là, du coup, ça m'a permis de voir sur certains des événements de consultation qu'il y avait un ID qui était présent. Et du coup, après, j'ai mappé l'ID avec un libellé qui correspond à la ressource. Donc là, c'est comme si tu faisais l'analyse, mais côté EasyMeasure. Ouais, voilà. Nous, on devrait reporter ça dans le parseur, en fait. Ouais, il faudrait que je le fasse, en fait. Ça fait plusieurs fois. Et si on fait éditer, on peut voir, en fait, à quel niveau du lien… Mais là, du coup, tu isoles les consultations qui ont l'info. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça la difficulté, ouais, c'est qu'elles n'ont pas… et pas autre chose. Ouais.
La difficulté, voilà, c'est qu'après, c'est super aléatoire. Alors, peut-être qu'il faudrait demander à EBSCOhost comment il génère ça, pourquoi il y a un ID. J'ai l'impression que l'ID peut être présent quand l'utilisateur est vraiment parti d'un lien où l'ID était déjà là au départ. Mais, Et si je veux comparer les consultations sur Psycharticle aux consultations sur une plateforme de revue, par exemple, ça n'aurait pas de sens dans ce cas-là. Après, au niveau aussi, ce qu'on veut essayer de voir avec EasyMesure à terme, je ne sais pas si c'est quelque chose vers lequel vous dirigez aussi, c'est aussi pouvoir construire des services à valeur ajoutée pour les utilisateurs, ou enrichir, nous, en termes de recommandations, de documentation, quoi. Par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est que on puisse interroger via un web service ou autre directement notre index notre index Elasticsearch, par exemple, pour par exemple alimenter des pages disciplinaires. Nous, on a un système de pages disciplinaires où on pourrait, par exemple, mettre les revues les plus consultées dans la discipline. Si éventuellement on récupère l'attribut CIS avec le code disciplinaire, donc on pourrait relier les deux et afficher directement, pratiquement en temps réel, les revues les plus consultées. C'est une piste intéressante, ouais. Nous aussi, on envisage ça, de faire un affichage, permettre un affichage dynamique dans des morceaux de pages HTML de consultation de ressources, quoi. Enfin, combien de titres consultés aujourd'hui, quels sont les titres les plus consultés, des choses comme ça. Qu'on pourrait... ça serait vraiment intéressant, oui. On pourrait fournir soit un web service, soit un des widgets. Ouais. On n'est clairement pas prêt, hein, mais ça peut être des... Non, oui. Voilà, à plus ou long terme. Il reste un truc à voir avant la fin de la revue, sachant qu'on a déjà débordé. Est-ce qu'on peut continuer cette discussion peut-être moi, j'ai à peu près tout dit. Après, voilà, pour le moment, ça reste nous. On n'a pas finalisé. On va pas dire qu'on est en prod complète, mais voilà. En tout cas, ce qu'on peut ajouter sur ton travail, c'est que c'est important parce qu'il va intéresser pas mal de monde. Parce que je pense que tu es un peu précurseur sur le domaine. Il y a pas mal de gens que ça va intéresser. Parce qu'ils auront le même type de problème. Oui, je pense qu'on a exactement les mêmes problématiques dans tous les établissements, hein. Ça, c'est sûr. Moi, je suis assez bluffé par la qualité de tes tableaux de bord. Jusqu'où tu es allé. Tu as torturé l'outil Kibana. Ouais, en fait, c'est vraiment. Enfin, voilà, moi, j'adore aller dans ce type d'outil et de voir la puissance, jouer avec les données, voir jusqu'où on peut aller. Donc, c'était un plaisir pour moi. Enfin, franchement, ce Kibana. Et du coup, on réfléchit aussi à utiliser pour tout ce qui est aussi données de circulation chez nous, à le brancher avec notre SIGB. Mais en faire une instance locale, on a répondu à l'appel à projet BioVise. J'ai vu que vous y étiez intervenu. On n'est pas tout à fait sûr d'y participer, mais on a vu passer ton projet. Ouais. Du coup, on aimerait bien faire en fait à peu près calquer la même chose que pour EasyParse, mais sur les données de circulation. Et à terme, peut-être, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir croiser les deux. Merci Julien. Merci Julien. Merci à vous surtout pour votre travail, franchement. Voilà. Nous, on fait juste exploiter. Hein. Je vais laisser la parole maintenant à Frédéric. On va essayer de rapidement. Voilà, rapidement. Donc, le mois dernier, on avait fait un tableau de bord pour l'OpenURL d'Istex et puis on a continué dans notre lancée pour mettre en place le tableau de bord général d'Istex aussi. Donc, c'est une première approche, en sachant qu'on a encore plein de choses à explorer aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est un tableau de bord général avec le zoomer un peu. C'est bizarre que ça soit si petit. Là, tu as cliqué sur la note. Pardon, j'aurais pas dit. Sur la petite loupe, là, dans l'URL, on met non, dans l'URL au-dessus.
dessus, il y a une petite loupe à droite, tu cliques dessus, tu fais par défaut. Là, tu retires la page d'après. Non, juste un peu plus. En dessous. Le truc gris. Referme. Le truc gris. Referme ça. Clique là. Ouais, clique. Voilà. Voilà. Ah, oui. Désolé. Donc voilà, donc le tableau de bord, hein, on s'est aussi inspiré avec le travail que Sylvie avait fait, Sonia, sur les présentations pour les CNRS. Donc on a fait un petit peu pareil pour les Stex avec leur logo. Donc on a le total des consultations depuis un an. Voilà. Et puis donc on a pris un histogramme mensuel. Et donc, on a fait réapparaître donc, des camemberts avec plusieurs choses. On a repris les éléments qu'on avait montrés aussi dans l'OpenURL, notamment l'accès par outil et l'accès par établissement. Et on a rajouté le User Agent et aussi les queries et les non-queries. Et on fait apparaître aussi donc, le R-type d'EasyParse et le R-type genre de Istex. On fait apparaître aussi une table avec la liste des titres de publication le plus consultés et puis aussi les éditeurs les plus consultés. On fait apparaître aussi une table qui, bien sûr, se met aussi à jour en fonction des éléments qui peuvent être sélectionnés dans les camemberts, qui permettent aux équipes d'Istex d'analyser en profondeur des événements de consultation. Voilà. Rapidement. Donc, on va continuer à travailler dessus pour encore montrer d'autres choses. Juste, si je peux donner un mot, l'idée à moyen long terme, ça sera de pouvoir, grâce au type d'outils qui consultent Istex, en déduire si c'est un usage de type recherche ou un usage de type documentaire. De pouvoir savoir si c'est un outil d'extraction pour faire du TDM dessus, ou bien si c'est une consultation documentaire à travers Google Scholar, EBSCO ou d'autres portails. Est-ce que les autres établissements pourront avoir accès à cet index, par exemple? Les établissements qui sont dans EasyMesure, est-ce qu'ils pourraient interroger cet index ou pas? À terme, l'idée, c'est d'avoir justement la consolidation transversale de l'ensemble des établissements sur Istex et pouvoir identifier aussi les portails mixtes pour les UMR et tout ça. Donc, à terme, on peut tout à fait imaginer une consolidation de tout ça pour avoir des tableaux de bord globaux. Donc, oui, ça sera à étudier. Pas à court terme, mais c'est des choses qui peuvent être tout à fait envisageables. Nous, on s'était fait indexer, je vois Univren 2 là, mais on s'était fait indexer par Google l'Istex en fait, via la surcouche Drupal. Ouais, je ne sais pas si ça joue sur les consultations. Mais, ouais. On passe à la ligne de vie. Donc là, on est donc à la livraison 13. Il va bientôt arriver le comité de coordination et j'en profite donc pour vous rappeler que je vous ai envoyé un Framadet pour convenir d'une date. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore renseigné ce Framadet, si vous voulez le renseigner rapidement, qu'on puisse s'organiser après. La prochaine revue de sprint sera vers le 15 juin. Donc, nous avons repoussé les formations qui étaient initialement prévues les 19 à 21 juin sur le site de l'INIS en septembre. Et par contre, donc on va faire une formation EasyMesure création de tableau de bord à Lyon le 30 juin. Donc, si vous êtes intéressé, c'est pareil, contactez-nous. J'ai lancé le lien d'inscription sur Twitter et par mail sur les listes aussi. Okay. Voilà. Donc, on en arrive aux questions. On remercie Bruno, Dominique, Yves, Cédric, Jean-Luc, Stéphane et Jérémy qui nous ont, comment on dit,
Aménager, voilà. Oui, On a des nouveaux bureaux. C'est un petit clin d'œil par rapport au thème du sprint. On est sur un déménagement depuis 2 sprints et encore le prochain, on va encore déménager. Mais c'était un déménagement d'EasyParts. Mais il se trouve que, pour le point de vue des bureaux aussi, on a fait un petit peu de l'aménagement, du réaménagement. Et c'est sympa de leur part de nous donner un coup de main parce que ce n'était pas forcément prévu. Enfin, planifié en tout cas. Voilà, si vous avez des questions. C'est vrai qu'on a été un peu long. Désolé. Mais le sprint était court, mais on avait beaucoup de choses à dire. Et puis on a quand même eu des coups durs. On a eu la coupure Zoom. En tout cas, merci à Julien. Merci à vous surtout. Merci à tous et bon appétit. Et puis donc, pour les questions a posteriori, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. On répond. Ok. Pour ceux qui regardaient la vidéo en différé. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Bon appétit, au revoir.